Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à ce rendez-vous d'information du magazine Humura Burundi de ce dimanche 11 octobre 2020, dont voici le sommaire. Une douzaine de personnes a été tuées dans un accident de roulage la nuit de ce samedi sur la colline Gikurazo, commune Mabanda en province Makamba. Le sort de 11 combattants du mouvement Red Tabara, capturés sur le territoire rwandais vers la fin du mois d'août, devrait être discuté mardi prochain par le chef d'état-major des pays membres de la CIRGL. Peur panique au sein de certains habitants de la commune Gihanga en province de Bubanza suite à la distribution d'armes à feu aux Imbonerakure de cette commune, une distribution qui s'ajoute aux réunions incessantes tenues à l'endroit de ces mêmes Imbonerakure. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais, plus de 12 personnes sont mortes et d'autres blessées dans la nuit de ce samedi suite à un accident de roulage survenu sur la colline Gikurazo en commune Mabanda de la province Makamba. Ces personnes étaient de retour après une fête qui avait eu lieu dans la même commune. Pour le moment, les blessés bénéficient de soins médicaux dans différents hôpitaux de cette province. Le point avec Walter Cuizer. C'était ce samedi vers 19h45 lorsqu'un véhicule de type Fuso, plein de personnes en provenance de la fête de mariage qui avait eu lieu sur la colline Kirare en commune Mabanda, a eu un accident. C'était sur le pont qui divise la localité de Nyankara et Gikurazo de la même commune Mabanda. Après que ce pont ait été cassé, ce véhicule s'est noyé dans la rivière. Nos sources de la commune Mabanda indiquent que 12 personnes sont mortes sur le champ. Jusqu'à ce dimanche matin, l'effectif des personnes mortes avait atteint 16. La plupart d'entre elles sont originaires de la commune Kayogoro. Selon les mêmes informations, beaucoup parmi les victimes n'ont pas encore été retrouvés. Certains pensent qu'ils n'auraient été emportés par la rivière. Ceux qui ont pu échapper à cet accident révèlent qu'ils ont supplié le chauffeur de s'arrêter pour qu'il puisse descendre avant de traverser ce pont, chose qui n'a pas été faite, ce qui a été même à l'origine de cet accident. Pour le moment, les informations à provenance des autorités locales indiquent qu'elles sont en train de préparer l'inhumation de ces victimes aujourd'hui même, dans la mesure où il n'y a pas de place suffisante dans la morgue. Les mêmes autorités demandent aux transporteurs de respecter le nombre de passagers comme l'exige la loi. Quant à la population de cette province, elle demande au gouvernement de réhabiliter tous les ponts de cette province pour limiter ces accidents. Pour le moment, les personnes blessées bénéficient des soins dans différents hôpitaux de la province Makamba. Eh bien, merci Walter Cuizer. Toujours en page sécurité, une personne a été tuée hier sur la colline Kinazi de la zone Rugari en commune et province Muyinga. Il a été victime des bastonnades de son propre frère. Selon des sources sur place, un conflit foncier serait derrière cet assassinat. L'auteur du meurtre a pris le large, indique l'administration locale. Le sort de 19 combattants du mouvement Red Tabara, capturés sur le territoire rwandais vers la fin du mois d'août, devrait être discuté mardi prochain par le chef d'état-major des pays membres de la CIRGL. Cependant, les experts en droits internationaux trouvent délicate la gestion de ce dossier. Barthazar Mebour. Il n'est pas clair comment, dans une telle situation, les pays membres de la CIGR sont censés agir contre les membres de groupes rebelles qui ont pénétré illégalement sur le territoire d'un pays membre. C'est du moins ce que l'on peut lire dans un article du 10 octobre du journal The New Times du Rwanda. Selon ce journal, certains experts suggèrent que les combats du mouvement, les Tabara, soient désormais traités comme des prisonniers de guerre. Ce qui, selon The New Times, dans son numéro du 10 octobre, signifierait que le droit international humanitaire peut s'appliquer. Cependant, écrit The New Times,
Alphonse Murefu, professeur de droit à l'Université du Rwanda, affirme que le droit humanitaire international ne prévoit pas les prisonniers de guerre dans les conflits armés non internationaux. Comme écrit dans The New Times, le professeur Alphonse Murefu indique que cela devient encore plus compliqué parce que le groupe combat le Burundi et le Rwanda. Mais il insiste sur le fait que le Rwanda peut les inculper de plusieurs crimes, dont l'entrée illégale dans le pays et la position illégale d'armes sur son territoire. Et au professeur Alphonse Murefu d'ajouter que si ces combats sont inculpés par les tribunaux nationaux, leurs droits d'assistance juridique et d'autres prévus à un procès équitable seraient respectés. Selon The New Times, le professeur Murefu suggère que la solution appropriée provient du mécanisme élargi de vérification. Néanmoins, écrit The New Times, le mécanisme de défense régionale des Grands Lacs lui-même n'a aucun pouvoir et ne peut prendre aucune décision dans le cadre de son mandat. Il ne peut que conseiller la marche à suivre. Merci aussi à toi, Barthazar Mibour. Certains habitants de la commune Gihanga en province de Bubanza disent être préoccupés par la distribution d'armes aux Imbonerakure, une distribution qui s'ajoute aux réunions incessantes tenues à l'endroit des mêmes Imbonerakure. Ces armes seraient destinées à combattre des groupes rebelles qui se seraient infiltrés dans le pays. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Certains habitants de différentes localités de la commune Gihanga en province Bubanza indiquent qu'ils vivent la peur au ventre suite aux réunions incessantes tenues à l'endroit des Imbonerakure. Ces derniers sont invités d'être vigilants, arguant qu'il y a des infiltrations des groupes rebelles. Avant-hier, le 9 octobre, il s'est tenu une réunion au village 3 qui était dirigée par le chef de secteur prénommé Oswald et le responsable du service de renseignement en commune Gihanga, le prénommé Gabin. Une autre réunion avait été tenue il y a quelques jours à la permanence du parti CNDD-FDD, 6 à la 3e transversale. Ces réunions ont pour objectif de dire aux Imbonerakure qu'il y a des rebelles qui entrent massivement en passant par la commune Gihanga. Ce qui est étonnant, il y a des positions militaires implantées tout au long de l'axe. Nous ne savons pas l'itinéraire de ces gens, mais nous entendons que des armes sont en train d'être distribuées. Ces habitants ont déjà identifié certains parmi ceux qui ont reçu ces armes, des armes qui auraient pour mission d'aider pour combattre des groupes armés. Le garde du corps du responsable communal du parti CNDD-FDD, Isaïe Bigirimana, a un fusil. Son neveu qui fut directeur d'internat à Litabu a un fusil. Le chef Imbonerakure au niveau communal, le nommé pasteur Hakizimana, a reçu un fusil qui est toujours dans son véhicule. Il a également une garde policière à son domicile. Le prénommé Olivier, qui habite Kagwema, est secrétaire communal du parti, a lui aussi un fusil. La population demande que ces Imbonerakure soient désarmés dans la mesure où ces armes sont utilisées pour la persécuter. C'est difficile à comprendre car lorsque ces Imbonerakure croisent des gens au-delà de 21 heures dans les localités de Buringa et Gihungwe, ils les battent très sérieusement. Nous demandons aux dirigeants de ce pays de faire le tout possible pour désarmer ces gens. À ce propos, nous avons essayé de joindre à maintes reprises Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga. Son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. En page de société, la route Nyanzarak-Mabanda-Mugina en province de Makamba est en mauvais état et inquiète les usagers. Cette dernière présente déjà des fissures au niveau de la localité de Rukonwe, qui est également menacée par un grand ravin. Si rien n'est fait dans les brefs délais pour réhabiliter cette route, elle sera complètement impraticable. Le point avec Vekir Kiseline Heretz. La route est menacée au niveau du pont de la localité de Rukonwe en province Makamba. Ce pont jouxte un ravin.
Les usagers de cette route font savoir que d'ici peu, cette route va être impraticable. Sur la route Mabanda-Nyanzarake, en venant de la route Rukonwe, la route est en train de se démolir. Je pense que dans 2 semaines ou 2 mois, aucun véhicule ne pourra passer sur cette route. Les usagers de cette route indiquent également que si rien n'est fait, le transport des biens et des personnes va enregistrer d'énormes pertes. Mais ce qui est étonnant est que personne ne s'intéresse à cette question. Rien n'est en train de se faire pour réparer cette route. On dirait que les personnes habilitées sont indifférentes. Ces usagers demandent aux autorités habilitées de réhabiliter cette partie de la route avant qu'il ne soit trop tard. Cette route relie le Burundi avec la province de Kigoma de la Tanzanie. Elle a été habilitée il y a 4 ans. Nous avons essayé de contacter Emile Ndaishimiye, responsable de l'Office national des routes, mais sans succès. Dans la rubrique Uwaoka de ce dimanche, nous allons revenir sur les différents cas de torture dont ont été victimes les opposants du régime CNDD-FDD, notamment les tortures qui leur ont été infligées au niveau des organes génitaux. Les invités d'aujourd'hui proposent différentes solutions pour que les victimes de ces atrocités soient rétablies dans leurs droits. Rubrique Uwaoka de ce dimanche avec Nadège Irakoze. Ubahuka. La torture est l'un des crimes dont plusieurs Burundais ont subi depuis le début de la crise politique au Burundi en 2015. Parmi les victimes torturées par les Imbonerakure ainsi que certains agents de la sécurité et de la documentation figurent les hommes et jeunes hommes âgés de 16 à 40 ans. Dans la rubrique Uwaoka de ce dimanche, nous allons nous focaliser sur la torture sexuelle infligée à la plupart de ces victimes, les conséquences de cette forme de torture dans leur vie et ce qu'il faut faire pour les soigner et obtenir justice. Les invités dans cette rubrique sont Armel Igiraneza, représentant de la Fondation Bene Burundi, Maître Yves Runyagu, secrétaire général du collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes de droit international commis au Burundi, Kavib en sigle, ainsi que l'une des victimes qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité. Au micro, c'est Nadège Irakoze. Bonsoir et bienvenue. L'une des victimes parmi ces hommes qui ont subi la torture, qui s'est entretenue avec la RPA et dont la voix a été modifiée pour des raisons de sécurité, raconte comment il a été torturé sur ses organes génitaux. C'était en 2015 par certains policiers et agents de la documentation. Il a été victime de ces atrocités du fait qu'il avait manifesté contre le 3e mandat du feu président Pierre Nkurunziza. Ndi umwe mu bagize manifestation kuva itariki 26 igitangura hama umunsi umwe rero mu gitondo c'était le 28 mai icyo ndamanuka avenue de l'Imprimerie benshi bakunze kwita avenue de la mort nshitse kuri Abibel niyo naciye mbona pick-up yera irimo abantu. Je suis l'une parmi les personnes qui ont participé dans les manifestations de 2015. Le matin du 28 mai, j'ai été arrêté par 4 personnes sur l'avenue de l'Imprimerie, dite avenue de la mort. Elles m'ont embarqué à bord d'un véhicule. Ils m'ont emmené à l'endroit communément appelé Kwandadae. J'y ai passé 2 semaines en train de subir des tortures. Ils m'injuriaient, me disant que je suis un chien. Parmi ceux qui me torturaient, il y a un certain Geoffrey et Ouamahoro. Ce dernier m'a frappé avec un crosse de fusil. Il m'a battu à l'aide du gourdin sur la colonne vertébrale et des coups de pied au niveau des reins. J'ai passé des nuits menotté, attaché sur un arbre. Les policiers m'ont torturé pour que je dise quelque chose. Un jour, ils m'ont attaché sur une chaise et m'ont attaché un bidon de 5 litres d'eau sur mes organes génitaux. J'ai beaucoup souffert ce jour-là. Je suis devenu handicap. Quand il fait froid, mes organes génitaux gonflent. J'ai beaucoup de douleurs au niveau des testicules, au point que ça m'est difficile de marcher. Armel Igiraneza, représentant de la Fondation Bene Burundi, qui a l'objectif de venir en aide aux différents réfugiés au camp de Nakival en Ouganda, indique qu'il a déjà enregistré 15 hommes torturés qui se trouvent actuellement dans différents camps de réfugiés.
Le nombre que nous avons aujourd'hui enregistré dans la Fondation Bene Burundi est d'environ 15 personnes. Ils ont entre 16 ans à 40 ans. Vous allez voir le plus de victimes depuis 2015, mais il y en a une dans les deux cas Tanzanie, victime en 2012, et d'autres victimes du retour forcé de la Tanzanie de 2017 et 2018. Il y en a même un autre qui a fui le deuxième mois de cette année, 2020, après 4 ans dans la prison centrale de Bururi. Les auteurs sont des membres du Service national de renseignement ainsi que des personnalités militaires et policières qui ont été largement critiquées au Burundi. Certains sont accusés d'être membres des partis de l'opposition, d'autres sont accusés d'avoir contesté un troisième mandat de Nkurunziza. D'autres ont également été arrêtés et torturés à mort, leur ordonnant d'admettre que certains politiciens dissidents leur avaient donné des armes et qu'ils étaient accusés d'avoir tenté de renverser le régime. Nous en connaissons déjà beaucoup qui ont été maltraités et sont toujours réprimandés pour avoir tenté de dénoncer les atrocités qui ont été perpétrées contre eux et traduites en justice internationale. Le nombre que nous avons à ce jour est d'environ 15, mais le plan se poursuit. Ces jeunes hommes sont dans des cas en Tanzanie et en Ouganda. À cause de ces différentes formes de tort dont ils ont subi, ces jeunes hommes sont devenus handicapés, comme l'explique Armel Igiraneza. Les atrocités commises sont nombreuses, sauf que nous étions habitués aux violences sexuelles contre les femmes. Il est clair que les atrocités perpétrées contre les jeunes au Burundi ne sont pas courantes et n'ont pas été identifiées dans certaines des atrocités commises au Burundi. Certains des jeunes qui ont rejoint la Fondation Bene Burundi ont été injectés des produits par les agents du Service national de renseignement burundais dans les organes génitaux et d'autres dans les testicules. D'autres prennent leurs testicules et les attachent à l'embouchure d'un bidon plein d'eau ou de sable. Non seulement ça, d'autres les brûlent avec un sachet. Certains ont été emprisonnés dans les zones acidées, d'autres ont été détenus dans des corps morts depuis des jours, d'autres ont été injectés une poudre toxique violée à la hanche, d'autres leur ordonnent de violer leur mère ou leurs sœurs. Ils sont maintenant dans un très mauvais état du fait que beaucoup d'entre eux l'ont gardé secrète sans traitement médical. Certains sont devenus handicaps, en particulier ceux qui ont été injectés, et certains sont devenus stériles. De nombreuses victimes de l'empoisonnement ont également eu leurs organes intestinaux endommagés. Donc, du point de vue de tous, il n'y en a rien qui nécessite autant d'énergie que possible. Ceux qui ont été violés aux hanches étaient tellement endommagés qu'ils portaient des vêtements coupe-cheveux en place, ce qui ne leur permet pas du tout de gagner plus facile de l'argent pour se développer en raison de la vie qu'ils vivent dans le camp. Bref, leur santé se détériore car certains d'entre eux passent beaucoup de temps à la clinique alors que d'autres font des travaux de développement. Le psychologue Bienvenu Nduwayo explique que la torture sexuelle a plusieurs conséquences dans la vie des victimes. La torture sexuelle est très différente des autres tortures parce que une torture sexuelle, ça touche le psychologique et le physique à la fois. Les organes génitaux, vous savez que cette partie, c'est une partie intime. En Kirundi, vous savez, quand on fait les rapports sexuels dans le cadre conjugal, on dit en Kirundi amabanga yabubatse, c'est-à-dire que c'est un secret conjugal. Donc, d'après la culture burundaise, et même dans beaucoup d'autres cultures, les organes génitaux sont des parties intimes qu'on ne peut pas montrer en public, dont on ne parle même pas facilement en public. Donc, quand on a été torturé sur les organes génitaux, la personne est victime, est touchée de deux façons. Elle est touchée physiquement, mais elle est touchée aussi du point de vue mental. Raison pour laquelle je dis que la torture sexuelle est différente des autres tortures. Bien que ces autres tortures aussi touchent le physique et le psychique à la fois, mais avec la torture sexuelle, c'est que les séquelles restent dans la mémoire et ça tourne pendant plusieurs années. Dans le premier temps, il se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que je serai encore plus capable d'accomplir l'acte sexuel comme je le faisais? Il se sent attaqué dans sa virilité. Il perd confiance en lui. Son estime de soi s'en va. Il se replie sur lui-même. Il développe le déni. Quand on lui demande s'il a été torturé de cette façon, il pourra même refuser. Quand il ne veut pas qu'on sache qu'une chose pareille lui est arrivée. Il commence à avoir peur de la société. Il se retire. Il se fugue. Et pendant cette période, sa mémoire émotionnelle, qui est responsable des émotions, est attaquée par une mosaïque d'idées. Et des idées qui n'ont pas de réponse. Qu'est-ce que je deviendrai? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qui suis-je? Suis-je un homme? Est-ce que je suis digne de vivre?
il se pose plusieurs questions. Et avec ces questions qui n'ont pas de réponse, cette personne va chercher à surmonter cette montagne. Une chose difficile quand il a des questions qui n'ont pas de réponse. Il commence à chercher comment il peut fuir ces questions qui le torturent. Et c'est comme ça qu'il plonge dans des solutions hâtives comme la consommation de drogues, excès d'alcool. Et plus tard, il trouve que cela n'est pas une solution. Et c'est à ce moment qu'il est accablé par l'angoisse, une peur panique, un mépris de soi, perte d'envie de vivre, et il va penser au suicide. Voilà les différentes conséquences qui guettent une personne qui a été torturée de cette façon. Le psychologue Bienvenu Nduwayo souligne également que ces victimes de torture sexuelle doivent être traitées de deux façons. Comment venir en aide à ces personnes qui ont subi des tortures sexuelles pareilles? La solution doit se faire dans le cadre de collaboration entre le corps médical et le corps psychologique. Parce que la personne a été affectée physiquement et psychologiquement. Il faut que le corps médical et le corps psychologique collaborent pour aider ces personnes. Et je trouve que la façon la plus efficace, il faut qu'il y ait un cadre discret pour ces personnes. Parce qu'ils n'ont pas besoin que la société sache qu'ils ont subi cela. Dans ce cas, il faut respecter la vie du patient et essayer de l'aider dans la discrétion. Ça peut être très facile si cela se fait dans une structure médicale. Là, on essaie de créer un service d'aide pour ces personnes. Quand ils sont informés, ils peuvent venir comme les autres patients qui viennent pour d'autres soins et y trouver des agents du corps médical et des agents du corps psychologique. Le corps médical fera son travail. Voir si ces personnes ont été affectées de façon irréversible ou s'ils peuvent les soigner et retrouver une bonne santé sexuelle. Les conseillers psychologiques vont user du professionnalisme en faisant une écoute empathique, une écoute active pour permettre à ces personnes de faire du catharsis, une décharge émotive pour que leur douleur qu'ils ont endurée pendant toutes ces années puisse être déchargée et retrouver une bonne santé mentale. uwo munyagihugu yahora abura haritoborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya umutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinja mu mukenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. En ce qui concerne la loi, Maître Yves Lunyagou, secrétaire général du CAVIB, explique les sanctions prévues par la loi en matière de torture ainsi que les organes judiciaires compétents pour recevoir les plaintes des victimes de ces tortures. Sur le plan du Burundi, si on essaie d'analyser les dispositions du code pénal burundais, on constate qu'il y a tout un tas de dispositions qui prohibent et qui sanctionnent expressément les actes de torture. On peut partir des articles 197, on peut parcourir jusqu'à l'article 211 et on peut constater que les commanditaires, les auteurs, les complices d'actes de torture sont passibles de peines de servitude pénale pouvant aller de 10 ans à la perpétuité, suivant les circonstances et la gravité de ces actes. Le même code pénal burundais précise que aucune circonstance exceptionnelle. Ici, on parle de l'état de guerre, des menaces de guerre, de l'instabilité politique, etc. ne peut justifier la commission de la torture. De même, personne ne peut invoquer l'ordre d'un chef ou d'une quelconque autorité publique pour justifier ces actes de torture. Concernant la sanction de la torture à l'échelle internationale, il faut dire qu'il existe des mécanismes de plainte et d'enquête, aussi bien au niveau régional, ici je veux dire l'Afrique, qu'au niveau international, sans oublier évidemment la compétence juridictionnelle. D'abord, au niveau régional, on peut souligner ici l'importance de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, de même que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mais reconnaître aussi qu'il existe encore beaucoup de lacunes à ce niveau, surtout avec la Cour africaine des droits de l'homme, puisque le Burundi, par exemple, n'a pas reconnu sa compétence, même au niveau de la commission. Il demeure que même aujourd'hui, il y a des cas qui ont déjà été soumis à cette instance, mais pour lesquels il n'y a pas encore eu de suite satisfaisante. Au niveau international, il y a aussi des mécanismes qui sont évidemment prévus. Ici, on peut donner l'exemple du Comité des Nations Unies contre la torture, qui peut parfois accueillir les plaintes des individus contre les États, lesquels États partis à la Convention contre la torture ont cette obligation de, normalement, enquêter, poursuivre et sanctionner les auteurs des crimes. Et dans le cas du Burundi,
Burundi, comme il paraît clair qu'il n'y a pas cette volonté de les poursuivre, les auteurs de différents crimes, rien n'empêche les victimes de saisir directement le comité des Nations Unies contre la torture pour qu'ils obtiennent justice à son niveau. Et l'autre possibilité, c'est la possibilité évidemment de la CPI sous enquête. Et il y a aussi donc la possibilité peut-être dans le futur de réfléchir à une compétence universelle, comme ce fut le cas dans les affaires Pinochet, les affaires Hissène Habré. Quand on a vu que, avec la défaillance des mécanismes nationaux, on peut donc faire recours à d'autres juridictions pour obtenir justice. Pour conclure, le représentant de la Fondation Bene Burundi lance un appel à toute âme charitable de venir en aide à ces victimes de torture et interpelle d'autres victimes de torture de briser le silence. Ce que nous demandons, c'est qu'en particulier, les personnes qui ont un cœur à aider partout dans le monde, où la voix peut atteindre, nous donnent les moyens de travailler ensemble pour apporter la guérison à cette génération. J'appelle tous les Burundais capables de sauver la vie de nos proches qui souffrent dans les camps de réfugiés à être secourus. Ceux qui veulent toujours être traités, qui peuvent être encouragés moralement et psychologiquement. Deuxièmement, nous appelons les auteurs de ces atrocités à être traduits en justice. Nous exhortons également les défenseurs des droits humains, les avocats et même ceux qui sont au courant des informations à nous joindre et à nous aider là où nous n'atteignons pas les auteurs de cette atrocité commise par le régime du CNDD-FDD. Je ne terminerai pas sans appeler d'autres jeunes de différentes régions du pays qui ont subi des abus de cette manière à quitter le silence à la révélation des atrocités commises par le régime corrompu du CNDD-FDD. C'est sur la voix d'Armel Igraneza, représentant de la Fondation Bene Burundi, que nous clôturons la rubrique Ubauka de ce dimanche, qui était centrée sur la torture sexuelle qu'ont subi les jeunes hommes au Burundi, les conséquences de cette forme de torture et ce qu'il faut faire pour les soigner et obtenir justice. Merci aux invités, merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Nadège Ilakodze. À la prochaine. Ubahuka. Merci aussi à toi Nadège Irakoze pour la rubrique Ubahuka. Merci mesdames et messieurs, c'est parti que prend fait ce magazine. Merci aussi à l'équipe technique composée par Lissi Kabera et ingénieur Egide Memero. Onésime de chez Magazine, j'étais à la présentation de ce magazine. Je vous souhaite une excellente soirée chez vous à tous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Okay.